Dans la vidéo précédente, on a plongé ensemble dans la première partie de American Horror Story Double Feature. On y explorait les récits paranormaux autour de vampires, de la créativité maudite et même de pactes avec le diable. Mais cette fois-ci, on change totalement de dimension. Dans cette seconde partie, Death Valley, on plonge dans des histoires d'ovnis, les enlèvements extraterrestres et les théories du complot. Celles qui, depuis des décennies, alimentent tous les fantasmes. Alors si aujourd'hui on explorait la seconde partie, des histoires vraies derrière American Horror Story Double Feature, ça vous intéresse ? Dans American Horror Story Death Valley, les extraterrestres ne sont pas qu'un simple élément de décor, ils sont partout, tapis dans l'ombre de l'histoire américaine, manipulant le pouvoir, infiltrant les hautes sphères, et réécrivant même les grandes décisions politiques du XXe siècle. La série joue avec cette idée dérangeante, et si les présidents, les scientifiques, les militaires, n'avaient jamais vraiment eu le contrôle ? Et si, depuis des décennies, une présence silencieuse avançait ses pions, patiemment, froidement, utilisant l'humanité comme un vaste terrain d'expérimentation. Ces créatures à la technologie impossible, aux intentions floues, semblent orchestrer un deal inavouable entre leur civilisation et le gouvernement américain. Un pacte qui mêle événements, hybridation et secrets d'État si bien enfouis que même ceux qui croient tout savoir ne voient qu'une infime partie de la vérité. Et ce concept, cette idée d'une collaboration secrète entre les États-Unis et une intelligence venue d'ailleurs, ce n'est pas un hasard. Death Valley s'inspire directement de l'un des événements les plus célèbres et les plus controversés de l'histoire ufologique, l'affaire Roswell. Le 26 juin 1947, Kenneth Arnold, pilote d'avion privé expérimenté, survole le mont Rainier, dans l'état de Washington. Il observe 9 objets lumineux, rapides et silencieux, se déplaçant à une vitesse incroyable. Incapable de les identifier, il les décrit ainsi, comme une soucoupe que l'on aurait fait ricocher dans l'eau, donnant naissance au terme Flying Saucer, soucoupe volante. Would say approximately is where I had this terrific flash hit the air. My aircraft lit up the inside of my aircraft, and I assumed, of course, at the time in a split second that it was probably a P-51 fighter that had dove over my nose, and it was the sun's reflecting upon his bright wing surfaces that caused it. However, before I gathered my wits together, I looked way off here to the north, and then when I saw where the flash came from, it was an echelon formation of very peculiar-looking aircraft. And they were rapidly approaching Mount Rainier, and it was at about this point when I got here I could see their tail surfaces, or the rear end of them, and the second craft from the rear had a more or less crescent-shaped look, and it had a hole in the center of it. And of course I kept mulling in my mind, that's the damnedest looking airplane I ever saw. Ce rapport est immédiatement relayé par les journaux et fait sensation. Pour la première fois, un pilote expérimenté crédibilise l'idée qu'il y a des objets volants non identifiés dans le ciel. Le 2 juillet 1947, un fermier nommé William Bratzel découvre sur son terrain, proche de la petite ville de Roswell, dans un comté de Lincoln, des débris métalliques. Il décrit avoir vu une grande zone de débris brillants, faite de tôle, de papier assez épais et de bâtons. Le 7 juillet, il amène ce matériel au shérif local, puis à la base aérienne proche de Roswell, qui déclenche une enquête. 2 militaires chapeautent le tout sur place, dont le major Jesse Marcel. Le 8 juillet 1947, la RAF publie un document déclarant qu'elle s'est emparée d'un objet en forme de soucoupe sur un ranch de la région de Roswell. Cette annonce est relayée par le quotidien local. There was so much of it. It was scattered over such a vast area. So we proceeded to pick up as much of the debris as we could, loaded in a wagon. We filled that up. It took us a good part of the day to do that, because there's such small fragments that we had to do a lot of picking. We found a piece of metal about a 1.5 to 2 feet wide and about 2 or 3 feet long. Felt like you had nothing in your hands. It wasn't any thicker than the foil out of a pack of cigarettes. But the thing about that got me is that
You couldn't even bend it, you couldn't dead it. Even with a sledgehammer would bounce off it. So I knew that I had never seen anything like that before. Visiblement, les aliens sont aussi doués pour piloter leur vaisseau que moi pour faire un créneau. Mais l'annonce fait rapidement marche arrière. Le lendemain, les autorités affirment que l'objet n'était qu'un ballon météo. Une séance photo est même organisée, montrant des militaires posant avec les restes du prétendu ballon météo, notamment le Major Marcel. Un journal titre même « L'armée dément le disque volant de Roswell », alors que le monde bouillonne d'excitation. Pendant des décennies, la thèse officielle était que l'armée a retrouvé un ballon météo. À l'époque, il n'y avait pas spécialement d'amateurs de théorie du complot, et à cette époque, on faisait confiance à l'armée et au gouvernement. Et la folie va vite s'estomper. Et au fil des années, le monde semble avoir oublié le crash de Roswell. Mais certains s'en souviennent, et n'ont pas cru à ce volte-face de l'armée, qui prétend que ce crash était celui d'un ballon météo, et non plus celui d'une soucoupe volante. Des passionnés d'ufologie vont alors rechercher la vérité. Et quel meilleur moyen de trouver la vérité qu'en interrogeant quelqu'un qui était sur place. En février 1978, un chercheur en ufologie, Stanton Friedman, mène une interview avec le major de l'armée de l'air à la retraite, Jesse Marcel, qui avait travaillé sur le terrain après l'incident de 1947. Marcel affirme que l'explication officielle était un subterfuge, et que les matériaux qu'il avait récupérés étaient alors inconnus. Inconnus ? Ou bien d'ailleurs ? Les langues commencent à se délier, et plusieurs anciens militaires confirment les dires de Marcel. Les objets montrés lors de la conférence de presse n'étaient pas les vrais. Il ne s'agissait pas d'un ballon météo. De plus, il est révélé que le périmètre du crash était plus important que déclaré à l'époque. Et encore plus fou, ce n'est pas seulement un vaisseau qui a été retrouvé, mais aussi des corps d'êtres inconnus, des corps d'extraterrestres. Il y aurait des témoignages solides de militaires ayant assisté à des autopsies. Il donne même l'emplacement précis dans lequel s'étaient retrouvés les corps, le hangar 18. L'affaire prend une telle proportion que l'armée est obligée d'intervenir, prouvant qu'à Roswell, il n'existe aucun hangar avec une telle terminologie. Mais le mal est fait. L'attention sur l'incident du Nouveau-Mexique est totalement relancée, à une période durant laquelle se développe l'ufologie et les croyances autour des ovnis. Cette affaire enterrée de Roswell est du pain béni pour bon nombre de croyants à la vie extraterrestre. Cependant, aucune preuve formelle ne prouve qu'il s'agissait véritablement de soucoupes volantes et d'extraterrestres. La seule chose qui était sûre, c'est que l'armée a tenté de cacher quelque chose. Puis dans les années 90, une vidéo refait surface. Elle est fournie par Ray Santilli, un producteur. Il explique avoir acheté ces images à un ancien caméraman militaire, rencontré lors d'un voyage aux États-Unis. Et ce alors qu'il cherchait des vidéos d'Elvis Presley. Et ces images sont un choc. La vidéo de l'autopsie d'un extraterrestre retrouvée sur le crash de Roswell. La vidéo montre une scène en noir et blanc, grainée, des médecins examinant un corps grisâtre aux grands yeux, aux traits non humains. La vidéo fait l'effet d'une bombe, et les théoriciens de la vie extraterrestre jubilent. Ils sont convaincus que la vidéo est une preuve qu'il y a bien eu des extraterrestres à Roswell. À sa diffusion, la vidéo suscite un mélange de fascination et de scepticisme. Certains ufologues et médias y voient une preuve possible de l'existence de vie extraterrestre. D'autres dénoncent une imposture grossière. Très rapidement, des éléments d'analyse pointeront des incohérences. Un décor qui semble fabriqué de toutes pièces, corps peu plausible, matériel de cinéma et effets visuels douteux. Alors, véritable autopsie ou canular ? Canular, évidemment. En 2006, Ray Santilli avoue que cette vidéo était en fait une reproduction de l'original. Il soutiendra néanmoins qu'il s'agissait d'une reconstitution d'une vidéo bien réelle, dont les images sont trop abîmées. Le sculpteur britannique John Humphrey, impliqué dans la production, expliquera que le corps de l'alien était une fabrication, un moulage en plâtre, rempli de cerveaux de moutons recouverts de gélatine, et divers entrailles de boucherie, utilisées comme organes extraterrestres. Le tournage avait eu lieu dans un appartement londonien, transformé en scène d'autopsie. La diffusion sur la Fox, et dans plus de 30 pays, relance fortement l'intérêt pour les ovnis, la dissimulation gouvernementale et la culture du complot.
Le spectacle fantasmique, plus que la véracité, captive l'imaginaire. Bon alors, la vérité derrière Roswell, c'est quoi? Les années ont passé. Pendant des décennies, l'incident de Roswell est resté enveloppé de mystères, alimenté par les récits, les témoignages tardifs et l'imagination collective. Finalement, dans les années 90, l'armée américaine a levé le voile sur la vérité. Les débris retrouvés en 1947 provenaient du projet Mogul, un programme top secret de ballons-sondes destiné à surveiller les essais nucléaires soviétiques. Les soi-disant corps extraterrestres étaient probablement des mannequins utilisés pour les tests. Et pourtant, malgré l'explication officielle, le mythe de Roswell a perduré. Il a échappé au contrôle des faits, il est devenu plus grand, plus fascinant, voire même plus terrifiant que la réalité. Les histoires de rencontres extraterrestres, de vaisseaux spatiaux et de crash d'ovnis continuent d'alimenter l'imaginaire collectif. Même avec la vérité révélée, les sceptiques et les passionnés d'ovnis continueront de douter, persuadés que ce que nous savons n'est qu'une partie de l'histoire. Car certains mystères, une fois entrés dans la légende, ne meurent pas. Même si l'affaire Roswell a été officiellement résolue par l'armée, le mystère, lui, n'a jamais disparu. Car si l'objet tombé du ciel n'était qu'un ballon du projet Mogul, pourquoi tant de secrets? Pourquoi tant de dissimulation? Et surtout, pourquoi, plusieurs années plus tard, une base secrète allait devenir le nouveau symbole de la théorie du complot extraterrestre? La zone 51, perdue dans le désert du Nevada, a longtemps été un lieu dont on ignorait tout. Aucune carte officielle, aucun accès, aucun mot du gouvernement. C'est dans ces hangars interdits que beaucoup imaginent que l'armée américaine aurait stocké les débris de Roswell, voire même les corps des créatures retrouvées sur les lieux. La vérité, c'est que personne ne sait réellement ce qui s'y passe. Tests d'avions expérimentaux, technologie venue d'ailleurs, ou simple fantasme collectif né du besoin de croire qu'il existe encore des secrets plus grands que nous. Roswell a peut-être été expliqué, mais l'imaginaire, lui, ne s'explique pas. Et au fond, peut-être que l'humanité a besoin de mystère. Parce que, tant qu'il reste des zones d'ombre, on peut encore espérer qu'il y ait quelque chose là-haut. Même si Roswell a été expliqué par l'armée, les mystères de la zone 51 continuent de fasciner le grand public. Car au-delà des débris et des ballons, ce sont les secrets qu'on ne voit pas qui intriguent. Les expériences top secrètes, les technologies inconnues et surtout, ce qu'on pourrait nous cacher volontairement. Before you leave office, will you let us know if there's aliens? Because this is the only thing I really want to know. I want to know what's going on. Would you ever open up Roswell and let us know what's really going on there? So many people ask me that question. I know, it sounds almost ridiculous, but it's actually the real question I want to know. It sounds like a cute question, but it's actually, there are millions and millions of people that want to go there, that want to see it. I won't talk to you about what I know about it, but it's very interesting. But Roswell's a very interesting place with a lot of people that would like to know what's going on. So you're saying you may declassify? No. You'll take it? Well, I'll have to think about that one, right? I'll have to think. C'est là que naissent les théories du complot. Des récits où le gouvernement, les scientifiques et parfois même les célébrités seraient mêlés à des affaires extraterrestres ou de manipulation gouvernementale. Parmi ces figures célèbres, une icône hollywoodienne revient souvent dans les spéculations. Marilyn Monroe. Dans American Horror Story, la série s'inspire de ces théories en imaginant que Monroe aurait été éliminée parce qu'elle connaissait des secrets trop dangereux. Une version fictionnelle certes, mais qui s'appuie directement sur les suspicions persistantes autour de sa disparition dans la vraie vie. Marilyn Monroe, née en 1926 sous le vrai nom de Norma Jean Mortenson, est devenue l'une des icônes les plus célèbres et fascinantes du XXe siècle. Actrice, mannequin et chanteuse, elle s'impose à Hollywood dans les années 50, avec des films comme Les hommes préfèrent les blondes, 7 ans de réflexion ou Certains l'aiment chaud. Avec son sourire, son rire, sa voix sensuelle et sa beauté captivante, elle incarne la star hollywoodienne parfaite. Mais aussi la blonde glamour et vulnérable, symbole des désirs et des fantasmes de toute une époque. Derrière cette image publique, Marilyn reste une femme fragile et complexe. Elle se bat contre l'anxiété, la dépression et des relations tumultueuses, tout en essayant de se libérer de ces rôles stéréotypés qui lui sont imposés. Dans les années 60, Monroe est une superstar, devenue une légende vivante. Objet d'admiration et de fascination, voire de fantasme, elle est un symbole de beauté, de célébrité, mais aussi de drame. Car derrière le glamour et le sourire éclatant, Monroe cachait une vie marquée par la fragilité et les épreuves. Elle souffrait de troubles anxieux, de dépression et de périodes de solitude intense. Les séjours en hôpitaux psychiatriques et en traitement médicamenteux témoignent de cette lutte constante contre ses démons intérieurs. Effectivement, ça allait pas fort, mais faut dire qu'à l'époque,
il n'y avait pas cette chaîne YouTube pour apporter du bonheur aux gens. Abonnez-vous. Sa carrière, bien que couronnée de succès, la confrontait sans cesse à la pression d'Hollywood, ce qui accentuait son sentiment de vulnérabilité. C'est dans ce contexte qu'elle se rapproche de figures politiques puissantes, notamment John Kennedy, alors sénateur puis président, et son frère, Robert Kennedy. La presse et les biographes rapportent qu'elle aurait entretenu une liaison avec JFK, tandis que les rumeurs évoquent également des rencontres avec Robert. Une vie tumultueuse qui va prendre fin très soudainement, car son corps est retrouvé sans vie dans la nuit du 4 au 5 août 1962, alors qu'elle était âgée de seulement 36 ans. La nuit fatidique, Marilyn a été retrouvée dans son lit, nue, avec le téléphone à portée de main. Les constatations laissent penser à une overdose de barbiturique, et l'autopsie officielle conclut à un suicide probable. La salle de bain est intacte, aucune trace de lutte visible, et son corps montre des signes d'absorption massive de somnifères. La version officielle repose donc sur le fait que Marilyn, accablée par sa vie privée et ses tourments, aurait mis fin à ses jours. Mais dès le début, plusieurs éléments ont intrigué les enquêteurs et les chercheurs. Le délai étrange, avant que la police ne soit prévenue, l'absence de témoins directs, et la disparition de certains documents personnels, notamment le journal intime de Marilyn, dans lequel elle consignait ses pensées très intimes et potentiellement compromettantes. Ces zones d'ombre ont immédiatement suscité des interrogations sur ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. La théorie du complot la plus célèbre implique les Kennedy. Marilyn aurait eu une liaison avec John Kennedy, alors président des États-Unis, et selon certaines rumeurs, des contacts rapprochés avec Robert Kennedy, son frère, et ministre de la Justice. Selon cette hypothèse, Marilyn aurait été au courant des secrets gouvernementaux sensibles. Scandales politiques, affaires financières et même informations classées top secret défense. Sa mort, dans cette perspective, ne serait pas un suicide, mais un assassinat orchestré pour l'empêcher de révéler ces informations. Les détails restent flous, mais certains biographes affirment que Marilyn menaçait d'exposer ses secrets au grand public, ce qui aurait pu mettre en danger la réputation et la carrière politique des Kennedy. D'autres théories avancent l'implication de la mafia, de la CIA ou du FBI. Dans ce scénario, elle est perçue comme un pion dans un jeu très vaste, dont le rôle principal aurait été de révéler des secrets qui auraient dû rester enfouis. Et l'administration américaine aurait envoyé un message très clair, pas de témoins gênants. Et certains passionnés de mystère vont encore plus loin dans les théories, en reliant la disparition de Marilyn à un programme top secret lié aux extraterrestres, ou aux ovnis, ou aux objets technologiques retrouvés sur Roswell. Les partisans de cette théorie veulent que Marilyn, très proche des Kennedy, aurait eu accès à des informations que le grand public n'était pas censé connaître. C'est crédible, hein ? Il y a même des photos qui le prouvent. Dans cette version, Marilyn n'aurait pas été éliminée pour des raisons politiques classiques, mais parce qu'elle représentait un risque trop grand pour la sécurité nationale et le secret extraterrestre. Certains complotistes vont jusqu'à affirmer que le gouvernement aurait orchestré sa mort pour que personne ne découvre ce qu'elle savait, sur ces technologies ou sur des contacts directs avec les extraterrestres. Au final, la mort de Marilyn Monroe reste entourée de mystères et de spéculations. La piste extraterrestre, bien que fascinante et digne des récits les plus fantastiques, relève avant tout de la fiction et du fantasme collectif. Mais si on en revient aux faits, ce qui semble le plus certain, c'est que la fragilité mentale de Marilyn, sa solitude et ses souffrances ont été les véritables forces qui l'ont poussée vers sa fin tragique. Au-delà des rumeurs et des complots, sa mort reste surtout la conséquence d'une existence marquée par la pression, la détresse et le poids d'une célébrité écrasante. Et si Marilyn Monroe reste l'une des figures les plus fascinantes, mêlées aux théories extraterrestres, elle n'est pas la seule icône américaine dont la disparition alimente encore le fantasme. Dans American Horror Story Death Valley, un autre visage apparaît brièvement, presque comme une ombre venue du passé, Amelia Earhart, une pionnière de l'aviation disparue en plein ciel en 1937. Amelia Mary Earhart naît le 24 juillet 1897 dans le Kansas. Après des études et diverses activités, elle découvre l'aviation en 1920. Son premier vol la marque profondément et elle décide de devenir pilote. Rapidement, elle fréquente les cercles d'aviation, prend des leçons et s'implique dans la promotion du vol pour les femmes. En 1928, elle participe comme passagère à la première traversée de l'Atlantique en avion, ce qui lui apporte une large notoriété publique. La presse la présente comme la première femme à traverser l'Atlantique. Ce vol fait d'elle une personne médiatique et une porte-parole pour les femmes dans l'aviation. En
entre le 20 et le 21 mai 1932, Amelia Earhart réalise la première traversée de l'Atlantique en solo par une femme. Et après 15 heures de vol, elle se pose dans un champ. Ce vol non seulement confirme son audace, mais lui vaut des distinctions officielles. Ce vol la propulse parmi les grandes figures de l'aviation mondiale. Après 1932, elle multiplie les exploits et les records. Vol d'endurance, record féminin d'altitude et de distance, et apparition médiatique. Elle se lie avec des personnalités culturelles et politiques, milite pour la place des femmes dans la société, et publie des livres racontant ses voyages. En 1937, elle entreprend un ambitieux tour du monde en avion, avec le navigateur Fred Noonan. Après des étapes en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie et en Australie, l'équipage repart de Nouvelle-Guinée le 2 juillet 1937 pour rejoindre l'île Hollande dans le Pacifique. Lors de cette étape finale, Earhart et Noonan perdent le contact avec la radio et les lieux de guidage et ne parviennent pas à localiser Hollande. Leur dernier message indique des problèmes de navigation et un carburant bas. L'avion ne parvient pas à atteindre Hollande et ne se pose dans aucun endroit connu. Earhart et Noonan sont portés disparus. Les États-Unis lancent la plus grande recherche aéronavale menée jusqu'alors. La marine et la garde côtière dépêchent plusieurs navires et avions pour balayer l'immense zone du Pacifique autour de Hollande. Le rapport officiel de la recherche documente les missions de reconnaissance et l'absence de débris identifiables. À l'issue des recherches, la conclusion officielle, la plus largement acceptée par la marine, est que l'Electra, leur avion, a probablement améri et coulé quelque part en mer après l'épuisement du carburant. Ces rapports officiels restent la référence primaire pour la chronologie et les actions menées en 1937. Les théories se sont multipliées et plusieurs axes ont mené les débats. C'est les ovnis, les extraterrestres. Calme-toi. L'hypothèse est que l'avion a manqué l'île de Hollande de plusieurs kilomètres et que l'avion, manquant d'essence, a fini par couler en haute mer. Dès les années 40, des observations locales et un rapport britannique firent état d'objets trouvés sur Garner Island. Cordages, fragments d'épave et surtout ossements découverts en 1940. Il y a eu de longues enquêtes sur cette piste. Fouilles archéologiques, recherche d'objets en aluminium compatibles avec un Electra et analyse médico-légale des mesures osseuses rapportées. Des analyses modernes ont estimé que les dimensions des os retrouvées en 1940 étaient statistiquement compatibles avec celles d'Amelia Earhart. L'hypothèse étant que Earhart et Noonan auraient survécu quelque temps avant de s'éteindre. Cette hypothèse reste débattue et n'est pas unanimement acceptée. Il n'existe toujours aucune preuve matérielle irréfutable qui permette de clore la question. Les rapports originels et la recherche de 1937 restent des documents fondamentaux. Puis il y a eu des indices un peu plus récents. En 2020, une image satellite a relancé les recherches. Elle montre ce qui pourrait être l'Electra, l'avion disparu. Cette structure immergée correspond à la taille, à la forme et à la position de l'Electra. Après analyse de plusieurs archives et images aériennes, les chercheurs se disent optimistes. Et une expédition censée analyser l'engin est prévue pour novembre 2025, date à laquelle je tourne cette vidéo. À l'heure où j'écris cette vidéo, donc, on n'a pas encore le résultat des recherches. Je vous invite donc à aller faire les recherches par vous-même et à voir les mises à jour concernant l'expédition, et savoir si, enfin, nous avons résolu le mystère concernant Amelia Earhart. Au terme de cette partie Death Valley et de la saison entière, on réalise qu'American Horror Story s'est surtout amusé à réinterpréter, à sa manière, des récits déjà présents dans la culture américaine. Disparition, manipulation politique, théorie du complot, rumeurs autour de stars. La série ne prétend pas donner de réponse. Elle utilise simplement ces histoires comme matière première pour construire une fiction. Et c'est probablement ce qu'il faut retenir. Derrière les éléments les plus spectaculaires, il existe de vraies affaires. Souvent beaucoup plus simples, parfois inexpliquées, mais jamais aussi extrêmes que ce que nous montre la série. La série exagère, mélange, transforme, c'est son rôle. Mais à nous de faire la différence entre mythe, interprétation et réalité. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à laisser un like, un commentaire constructif, et je vous invite à vous abonner et à voir les autres vidéos de la chaîne. Je vous invite également à partager cette vidéo et à aller voir les autres vidéos de la chaîne. Pour plus de soutien, vous pouvez devenir membre de la chaîne. C'est un tout petit abonnement qui pourtant, moi, m'aide beaucoup. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez me faire un petit don sur Tipeee, le lien est dans la description. Et sur ce, les amis, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.